Hop. Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 8, je crois, si je ne me trompe pas, de Sous-Sol. Et on n'est pas dans le sous-sol, on est dans le jardin. C'est une nouvelle DA qui nous a été imposée par Rassam. Il a une idée. Il est venu nous voir. C'était démocratique. Démocratique, Rassam, il a dit, est-ce qu'on ferait pas un épisode dans le jardin? Et finalement, on l'a fait. In the garden. Avec un invité de prestige, monsieur Guillaume Alexandre. Bravo. Du lourd. Bonjour, merci tout le monde. Bonjour tout le monde. Ah, c'est émission en public, c'est quand la prochaine? On aimerait bien en faire une émission publique, ça pourrait être pas mal, ouais. Ça pourrait être vraiment cool. Ouais, c'est sur les tablettes. Presque technique, on y est presque. Avec un vrai juste public. les gens qui ont envie de. Avec un vrai public, tu fais ça vraiment à l'Olympia, un truc comme ça. Ouais. Un petit truc simple, un petit truc entre. Chez Jumi. Ouais. C'est comme l'Olympia, mais en un peu plus modeste. Coucou à Jumi. À Jérémy, bien sûr. Jérémy de Jumi. Et c'est une émission qui est sponsorisée par Thalys. Thalys, c'est quoi? C'est un ATS qui te permet de enregistrer tes petits candidats dans des petites cases et tu les fais bouger. Et si tu arrives à la fin de toutes les cases, et ben tu gagnes de l'argent. Higher. Merci Thalys pour le sponsor de ce podcast. Gérez vos candidats avec Thalys, l'ATS collaboratif qui vous permet d'intégrer vos équipes dans les décisions. De la demande d'ouverture de poste jusqu'à son attribution. Testez le logiciel gratuitement via le lien en description. Bon podcast. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, d'outils, de l'internet, du cerveau des robots. De sourcing aussi. Et aussi un petit peu de sourcing. Et ce qui m'a inspiré cet épisode, c'est une présentation que tu as fait, je crois, l'année dernière au Sosu 2023. Ouais, c'est ça. Aux 10 ans de Sourcing Summit. Ouais. C'était la keynote de clôture. Exact. Justement, à Amsterdam l'année dernière. Et je ne parlais pas très bien anglais à l'époque. Ça s'est pas arrangé. Ouais. Mais des 2-3 choses que j'ai compris, il y avait des concepts qui étaient intéressants, notamment au niveau des outils que tu décortiques, mais aussi au niveau des automatismes que les recruteurs vont prendre, peut-être des candidats. Tu t'es projeté sur pas mal de choses. Projeter, l'idée c'était quoi? C'était de dire pour 10 ans de Sourcing Summit, j'étais au tout premier et vu que j'y suis allé tous les ans, j'ai vu un peu l'évolution de tout ça et c'était de dire d'où est-ce qu'on vient et surtout maintenant avec l'IA, le grand mot qui était sur toutes les lèvres mais qui y est toujours, et qui va pas s'arrêter d'être sur toutes les lèvres. Où est-ce que potentiellement est-ce qu'on peut aller d'essayer de prendre de défocus un peu, de prendre un peu de hauteur et de se dire mais où est-ce que ça peut aller tout ça. Donc c'était un peu l'idée de la conférence, de se dire que les petits hacks à droite à gauche, toute l'évolution d'Internet quand c'était le Far West et qu'on pouvait faire plein de trucs sur Facebook, à quel point maintenant c'est tout simplement terminé. L'évolution de LinkedIn, beaucoup, sur vraiment comment la plateforme s'est structuré, c'est rendu totalement hégémonique parce qu'à l'époque on se fait attaquer par des. Il y a des noix qui tombent. On se fait attaquer par des noix. Des pommes, je sais plus. À l'époque il y avait du Viadeo, Viaduc même pour les plus vieux. Après il y a eu du Viadeo, il y avait du Xing pour les Allemands qui était très bon et puis LinkedIn a juste tout bouffé. Et maintenant LinkedIn, on se retrouve dans une situation où on est dans un total monopole au niveau de LinkedIn. Et j'expliquais. Il n'y aura pas de concurrence à LinkedIn. Ça n'arrivera pas que 1 milliard, maintenant ils arrivent à 1 milliard de profils, il n'y aura pas 1 milliard de personnes qui vont rentrer à la main leur profil une deuxième fois sur une autre plateforme. Donc, fin du game, ils ont gagné. Maintenant, ils vont faire ce qu'ils veulent avec leur plateforme. Où est-ce que ça peut aller par rapport aux outils qu'ils ont déjà annoncés qu'ils allaient avoir? Des petites cases magiques avec de l'IA, des choses comme ça. On voit des choses arriver pas mal dans Recruteur notamment. Et de savoir un petit peu où ça va. Parce qu'il y a un risque qu'il ne faut pas oublier, que nous, on a vu en Suisse. Parce que moi, j'ai travaillé en Suisse pendant énormément de temps et j'y travaille encore beaucoup. Il y avait un job board en Suisse. Il y en avait deux, un suisse alémanique et un suisse romande qui se sont mis ensemble. Autant dire qu'il n'y en avait qu'un. Donc tu as connu cette situation de monopole ? De monopole, qui ont décidé du jour au lendemain de multiplier leur prix par 3 ou 4, quelque chose comme ça. Et en fait, tout le monde a hurlé, ce qui est normal, de hurler. Et un an plus tard, tout le monde est revenu.
et à payer. Donc il y en a qui sont morts de ça. Mais qu'est-ce qui se passe si une licence LinkedIn recruteur qui peut être à 7 ou 8 000 euros passe demain à 40 000 ? Il n'y a rien qui empêche LinkedIn de le faire. Et que vont faire les recruteurs indépendants s'ils ont 40 000 à sortir juste pour une licence LinkedIn recruteur? Des posts sur LinkedIn pour se plaindre. Des posts, voilà, beaucoup de posts sur LinkedIn pour se plaindre, effectivement. Voilà, ça va faire beaucoup de posts dans ce sens-là, mais on est dans une situation réellement monopolistique. Et voilà, il y a des risques à ce niveau-là. Et puis après, l'idée, c'était de défocus encore plus sur qu'est-ce que l'IA, à quel point est-ce que ça va à une vitesse qui est largement au-dessus de la loi de Moore. Pour ceux qui connaissent un peu la loi de Moore, on est sur des taux qui sont largement supérieurs. Et on le voit même depuis la conférence et à quel point ça augmente. La loi de Moore, c'est l'évolution des microprocesseurs de la taille. Le fait que tous les 2 ans, les microprocesseurs doublent. Et c'est une loi qui se vérifie depuis les années 60. Sauf elle est exponentielle. Voilà, elle est exponentielle. Donc ça double, puis ça double, puis ça double, puis ça double, puis ça double. Et en fait, le fait que ça double à chaque fois fait que ça devient très vite énorme. On a fait fois 64 millions, je crois, j'ai plus les chiffres, mais depuis le début de l'informatique. L'IA, ça double tous les 3 mois et demi. Donc ça va à une vitesse absolue. Et à partir du moment où tous les outils d'IA se mettent à être intégrés automatiquement dans les outils qu'on utilise, LinkedIn en est un, mais il peut y avoir du Microsoft Copilot, peut y avoir toute la suite Google, toutes ces choses-là. Apple aussi, sur leur nouveau produit, je crois qu'ils ont intégré Apple, ils font des intégrations avec ChatGPT. Alors on pourra en reparler, mais là ça va devenir très long sur la différence entre intégrer un modèle complet que tu auras entraîné toi-même sur énormément de données, ou Apple, pour des histoires de données un peu, a plutôt tendance à essayer de faire comment est-ce que je vais faire de l'IA en local. C'est-à-dire des modèles ultra optimisés qui vont utiliser moins de données externes pour des histoires de données. Et ça sera disponible, je crois, aux États-Unis et pas en Europe, de ce que j'ai compris. C'est aussi un des challenges qui arrivent. C'est ça. C'est le DMA, enfin le Digital Marketing Act, je ne sais plus comment ça s'appelle, Digital Management Act, enfin DMA, qui est une loi européenne qui justement fait un petit peu attention à ça et qui met un peu des garde-fous. Mais pour créer un modèle de langage, notamment des modèles de langage, mais beaucoup de modèles d'IA, mais des modèles de langage en particulier, il faut absorber énormément de données. Et qu'est-ce qu'une donnée que tu absorbes ? C'est très connu que OpenAI a absorbé tout YouTube, par exemple. Mais qu'est-ce que tu as le droit d'absorber ? Qu'est-ce que tu n'as pas le droit d'absorber ? Donc il y a une vraie dissension qui est en train de se faire entre l'Europe, parce que les grosses big tech qui ont pris complètement le lead sur l'IA vont laisser faire, vont faire pour le monde entier, et ce qui va être applicable à l'Europe dans un cadre où on va vouloir quand même un petit peu protéger l'utilisateur, j'ai envie de dire. Je te coupe là parce que tu amènes les questions en discutant, mais la première que je vais poser, avant de développer, et c'est super intéressant ce que tu vas dire, comment est-ce que tu vois aujourd'hui l'IA en termes de buzzword ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent d'IA alors que finalement, c'est que des moteurs de recherche un peu améliorés. Comment tu vois ça, toi, de ton regard, toi qui es hyper renseigné ? Est-ce que tu les vois venir, les gros qui disent IA alors que c'était du matching ? C'est simple. Je pense que si tu prenais tous les profils où il y avait marqué Web3 et NFT il y a 2 ans, tu les regardes tous, il y a marqué IA à la place. C'est le mot trendy du moment, etc. etc. Derrière l'IA, il y en a beaucoup qui cachent tout et n'importe quoi. Il y a toutes les boîtes. Je ne suis pas allé à Vivatech, mais j'ai regardé un petit peu ce qui s'y passait. C'était IA par-ci, IA par-là. Si tu n'avais pas d'IA, tu n'existais pas. C'est le truc absolu, complet, total, qui est absolument partout. Et il n'y a pas une espèce de label rouge, un organisme, quel qu'il soit, qui dit « Ok, là c'est de l'IA, là c'est caca ». Non, t'as quand même beaucoup de caca. En fait, les premières briques, l'IA c'est large, mais si on prend les modèles de langage, les premières briques qui ont commencé à être intégrées partout, c'est la capacité à résumer du texte. La capacité à rédiger du texte. Donc on le voit sur LinkedIn qui nous fait des magnifiques... Alors moi je l'ai essayé, je l'ai trouvé immonde. C'est qu'en anglais pour le moment. Ah, c'est qu'en anglais ? Ouais. Okay. C'est qu'en anglais, ça fait beaucoup de messages moches, vite. Voilà. Alors moins moche que le « bonjour, j'ai un post, merci de me rappeler », on est d'accord ? Mais qui est quand même bien... Générateur de messages d'approche intégrés dans LinkedIn. Et peut-être qu'en français, maintenant, ça existe. Je n'ai pas réutilisé, mais je crois que c'est que encore en anglais. Après, tu peux itérer
Et donc, si le premier est trop long, au bout de 3-4 clics, je trouve que tu tombes sur quelque chose qui est à 60-65% convenable. Et après, c'est rarement le truc parfait où tu cliques. Tu vois, mais... Moi, j'ai dévié ça. Je me suis créé un custom GPT. Donc sur ChatGPT, tu peux te créer, je crois qu'il faut être plus dessus. Je me suis créé un custom GPT où j'ai une architecture de message qui marche. Voilà, j'en ai déjà parlé plein de fois. J'ai plus qu'à rentrer le nom du manager, le LinkedIn du manager, les key selling points du post, donc les points clés du post, etc. et tout ça, la localisation du post, et il me génère un message en un clic. Et mon message, j'ai quasiment pas à le changer. Il est propre à un bon 90%, il est propre. Quand tu parles, tu en as effectivement beaucoup parlé, mais peut-être en 2 mots, tu parles du fait d'être soit sur le triptyque Job, Salary, Location ou sur le côté court, triangulaire dans l'écriture. Non, c'est plutôt quand je prends un poste, quand je vais écrire un message d'approche, je me mets à la place. Voilà, c'est ça. C'est une histoire c'est les histoires des cerveaux. Ouais. Ah oui. De se dire comment est-ce que je vais très rapidement générer l'envie de lire le reste du message. Okay, pas avec un truc nul, mais avec un truc qui va faire que ça va accrocher la personne. Ensuite, je vais expliquer pourquoi est-ce que ça t'intéresse. Voilà. Enfin, je vais expliquer le poste, c'est-à-dire je vais vite donner les key selling points du poste, pas qui sont dans le descriptif de poste forcément, mais pourquoi est-ce que tu dois t'intéresser à ça. Généralement, je mets une ligne et là je mets assez parlé de nous, on va parler de vous. Okay, et je leur pose une question très simple du style de la personnalisation qui est faisable en masse, du style après 4 ans chez machin, c'est quoi la prochaine étape de votre carrière ou un truc comme ça. Je crée l'engagement pour essayer de créer une réponse. Voilà. Et après, j'utilise beaucoup de techniques de papa. Je demande pas à ma fille si elle a envie d'aller mettre son pyjama. Je lui dis, est-ce que tu veux aller mettre ton pyjama ou te laver les dents? Donc la réponse, c'est ça. Ouais. C'est comme tous les tests qui ont été faits. Quand tu as une machine à coca, si tu mets une machine de coca, tu vas vendre 100 canettes. Si tu mets une machine de coca et une machine de Pepsi à côté, tu vas vendre 200 canettes dans chaque. Parce que la question n'est plus est-ce que j'ai soif? La question, c'est est-ce que je prends un coca ou est-ce que je prends un Pepsi? Et donc, en fait, l'idée, elle est un peu là. C'est de dire, je vais essayer de donner à mon candidat l'envie de répondre, mais en lui donnant des choix qui vont faire que dans les 2 cas, on va discuter. J'ai lu The Game de Lévi-Strauss. C'est un bouquin qui te donne des techniques pour draguer. Et genre, dans une des techniques pour draguer, il te disait, demande pas à la fille si elle veut manger un bout ce midi, dis-lui est-ce que tu veux manger indien ou kebab. C'est exactement ça. Ouais. Mais, mais pour le recrutement. Et si on reprend le recrutement et séduction, enfin j'en ai parlé aussi, c'est la même. Hein. C'est kiff-kiff. Voilà, t'arrives vers quelqu'un qui par défaut ne veut pas de toi et t'arrives comme un cheveu sur la soupe et t'as envie de prendre du temps à cette personne pour discuter et apprendre à se connaître. Alors là, on est revenu justement sur un peu une conversation qui est plutôt autour de l'art, de l'attractivité, de l'attraction, du sourcing, du pré-closing, etc. Et ça m'amène aussi à peut-être, je reviens sur l'intro de pourquoi Guillaume Alexandre et moi, donc toi c'était le talk qui t'avait vraiment intéressé, le talk de Sosu à Amsterdam. Moi c'était finalement le fait de recevoir Guillaume m'a fait repenser aux 7 autres sujets qu'on a traités dans le sous-sol et de manière générale tout ce que depuis un an et demi je vois sur LinkedIn qui est quand même très porté. C'est la première fois qu'on parle, enfin on en parle, ou on va voir si on en parle beaucoup ou pas d'ailleurs, du sourcing dans le recrutement, parce que les buzzwords, les trends, c'est souvent sur les soft skills, l'évaluation, le D&I, le biais cognitif, etc. Et la scorecard. Du coup, la scorecard. Moi, ce que je... Ah tiens, pour info, c'est ça qu'on a failli se prendre sur la tête. Okay. On a fait la question que je voulais te poser, c'est est-ce que toi, ça te gonfle pas d'entendre autant ces buzzwords-là, en sachant aussi que finalement, et du coup, ma question, elle est plutôt celle-ci, c'est quel message tu peux porter aux recruteurs d'aujourd'hui face à ce qui va le mur d'IA qui nous attend potentiellement demain sur comment, parce qu'à l'époque on disait y a le X-ray, il y a d'autres façons de tourner la machine. Aujourd'hui, je suis un recruteur. Je suis un recruteur. Qu'est-ce que je peux prendre de l'héritage de ce que a apporté le sourcing pour faire face à la technologie et à l'IA si c'est un buzzword pour moi? Donc pour revenir sur le truc du pourquoi est-ce que c'est trendy, etc. Et est-ce que ça te gonfle aussi, bien sûr? Ouais, est-ce que ça me gonfle? Oui et non. En fait, j'ai compris que c'est toute une histoire d'algorithme LinkedIn. Si tu veux marcher sur LinkedIn, il faut que tu génères du post. Okay, il faut que tu génères du post qui génère de l'engagement.
D'accord ? Donc, si tu fais des posts ultra techniques sur le sourcing, sur des techniques cheloues qui partent dans tous les sens, ça va intéresser 3 Pékins. Et de toute façon, ça demande tellement de... Bravo. Comment ? Express. Pékin. Voilà. Ça... Pas mal. Pars pas là-dessus, parce que sinon, il va partir dans tous les sens, ce truc. Je vais rebondir toutes les 3 secondes. Donc, oui, si tu veux si tu veux te faire une voix sur LinkedIn, c'est beaucoup plus facile de partir sur engagement, scorecard, machin, truc, bidule. Ça marche bien, ça cartonne, c'est facile, c'est tout ça. Mais c'était pas le cas avant. Pourquoi est-ce que ça l'est devenu ? Parce que à l'époque, c'était quand même plus le booléen, l'automatisation, la personnalisation dans le message qui faisait du buzz dans les débats, etc. entre recruteurs. Pourquoi c'est devenu, selon toi, l'évaluation, le scorecard ? Parce que déjà, il y a pas mal de trucs qui ont été dit, tout simplement. Enfin, si c'est pour faire des posts, faut être gentil avec les candidats. C'est bon, on en a eu quelques milliers des posts, faut être gentil avec les candidats. Le booléen, faut arrêter. Hein. Ça, c'est à 5-6 opérateurs. Ça s'apprend en un quart d'heure. Si tu es un peu smart, c'est pas très compliqué. Après, c'est une logique. Après, il faut rentrer dans le détail de comprendre pourquoi. Il y a plein de choses. Ça fait pas buzzer. Enfin, c'est potentiellement moins intéressant que le reste. Et puis, ça va toucher moins de monde aussi. Parce qu'il y a tellement beaucoup plus de recruteurs qui reçoivent des candidatures et qui doivent faire passer des entretiens et qui doivent faire des scorecards, etc. On n'a toujours pas résolu le problème. Que ce soit bien clair. On n'a toujours pas résolu le problème. Parler d'assessment, c'est très joli. À partir du moment où tu as des candidats que tu vas commencer à voir en pré-entretien ou en entretien, mais tu as une limite physique qui est que tu ne vas pas parler à 800 personnes pour un poste. Ce serait complètement débile. Par contre, de plus en plus, tu commences à avoir 800 personnes qui postulent pour un poste, vu que c'est de plus en plus facile de le postuler. Parce que maintenant, le one-click postulation sur LinkedIn, avec de l'IA, etc., tu peux même plus te baser sur une lettre de motivation. Parce que même les lettres de motivation qui étaient déjà débiles à l'époque, où on te demandait si tu étais jeune, dynamique et motivé, tu disais « Oui, je suis jeune, dynamique et motivé ». Maintenant, tu peux la générer en plus. Tu demandais juste aux gens de se prosterner et de dire s'ils t'aimaient sur la base d'un truc nul. Donc, on a toujours le truc de se dire, quand j'ai un nombre fini de candidats à qui je peux faire passer des entretiens, comment je leur fais bien passer des entretiens. Okay ? Le sourcing était là et est là lorsque j'ai pas suffisamment de candidats pour transformer des gens en candidats. Donc, réconcilier, entre guillemets, l'offre et la demande. D'accord ? Donc ça, il y a toujours des problématiques, clairement, au niveau du sourcing. Mais il y a beaucoup moins de gens qui ont des problématiques d'approvisionnement, parce que le sourcing vient du mot approvisionnement, donc d'avoir suffisamment de candidats qui rentrent, que de gens qui ont des candidats et qui doivent les sélectionner. Donc en fait, c'est beaucoup plus facile et tu t'adresses à beaucoup plus de monde, donc tu génères plus de clics. Et puis comme de toute façon, tout le monde est concerné par la chaîne complète, c'est toujours bien. Donc ça ne change rien. Le sourcing en lui-même, il est toujours là. Okay ? Ce qui change vraiment, c'est que de la multitude, à partir du moment où tu commences à avoir un mapping, désolé pour les anglicismes, mais de la population active francophone, si on est là francophone, qui va commencer à dépasser les 80, 90, 95%, tu avais besoin de sourcing quand tu étais à 40, 50%, et où il fallait vraiment aller compenser. Là, je défie quiconque, une fois qu'ils ont le nom de la personne qu'ils ont recrutée, de retourner sur LinkedIn et me dire que cette personne n'avait pas de profil LinkedIn. Tu vois ? Chose qui n'était pas le cas il y a 4-5 ans. Maintenant, les gens ont un profil LinkedIn. Par contre, entre avoir un profil LinkedIn et trouver un profil LinkedIn, il y a un énorme delta. Voilà. Et entre les LinkedIn profils vides, ça c'est déjà quelque chose, mais tout simplement, ce que l'IA ne va pas du tout réconcilier, parce que ce n'est pas l'intérêt de LinkedIn, c'est les profils inactifs. Hein LinkedIn, et c'est parfaitement normal et logique, sur 1 milliard de personnes, je suis désolé de le dire, il y a des gens qui sont décédés. Voilà. Et donc, c'est pas l'intérêt de LinkedIn que tu contactes des gens qui soient décédés. Parce que ce que veut LinkedIn, c'est quoi ? C'est que tu payes ta licence. Donc, c'est qui est, quand tu envoies un message, que la personne réponde. Voilà. Donc, des gens qui possèdent un profil LinkedIn, mais qui sont totalement inactifs sur leur profil LinkedIn. Pas décédés, mais inactifs. Voilà, pas décédés, mais juste inactifs. Sortent complètement des résultats de recherche. J'ai un profil merveilleux de développeur sur Paris dans une boîte splendide
qui se faisait harceler par des recruteurs. Et je ne me connecte jamais parce que c'est sur une autre adresse email et tout ça. Je ne possède pas de profil LinkedIn faux, c'est absolument interdit. Je n'en ai Appelez pas. la police de Voilà, LinkedIn. Guillaume Alexandre. Ça n'existe pas, bien évidemment, mais si jamais dans un monde alternatif, si je me reconnecte tout simplement sur LinkedIn avec ce profil et que je réponds à des messages, c'est-à-dire que j'ai même pas été actif sur la base, j'ai pas fait des likes, j'ai pas fait des commentaires, j'ai rien fait, mais je remontre à LinkedIn que j'existe, je reprends des messages de recruteurs. Donc ce qui veut dire que s'il y a des gens qui se disent moi je ne cherche pas de boulot, j'ai un profil LinkedIn, mais les recruteurs viendront, mais qu'ils ne regardent pas LinkedIn et tout ça, ils sont inactifs. D'où le fait que LinkedIn pousse énormément à l'utilisation de l'app pour que les gens prennent l'habitude de regarder Instagram, de regarder leur Facebook, voilà, et d'aller sur LinkedIn et de scroller. Donc, du contenu scrollable. Voilà. Et donc, LinkedIn est blindé de contenu scrollable. Voilà. Ça ne veut pas dire que les gens sont pas là, et ça veut dire que ta petite boîte IA, elle te ment. Voilà. Elle fait ce que LinkedIn a intérêt à ce que ça fasse. Mais ça marche. Hein. Comment toi, tu déjoues ce biais-là de LinkedIn? Tu arrives avec une recherche plus poussée différemment ou juste faut te taper les 125 pages de résultats pour enfin non, taper les 125 pages de résultats n'a aucun intérêt parce que de toute façon, tu es limité à 1000 résultats. Donc en fait, si tu tapes coiffeur Paris, tu vas trouver et tu verras rien. Je dis ça juste parce que. Écoute, on a des bonnes adresses. Oui, moi aussi, effectivement, j'arrive, vous inquiétez pas les gars. Si tu tapes coiffeur Paris, tu auras largement plus de 1000 résultats et donc ces gens-là, ils seront cachés derrière, tu vois, qui peuvent potentiellement t'intéresser. Par contre, si tu vas taper Jacques Desange à tel endroit et que tu vas taper des mots-clés très simples, mais que tu as limité, au lieu d'être sur la... En fait, tout est une histoire de limitation du dataset, encore une fois, désolé, du set de data. Si tu pars sur tout LinkedIn, tu peux taper les mots-clés que tu veux, ça va être beaucoup plus simple de te cacher des choses. Par contre, si tu commences à ultra limiter et de se dire je recherche peu de choses, mais dans un dataset limité, j'ai beaucoup moins d'exigences sur le fait que la personne est actif ou pas. Soit active ou pas, et beaucoup moins d'exigences sur le fait que est-ce que le profil est rempli ou pas. Voilà. Parce que je sais forcément que si quelqu'un travaille chez Jacques Desange et qui fait et qui a le mot peigne dedans, très probablement, je vais tomber relativement juste. Ouais. Voilà. Et après, je peux aller rebondir là-dessus pour aller voir ailleurs. Mais il y a de plus en plus, quand tu veux aller plus loin, il y a de plus en plus un travail de mapping, de compréhension du besoin. Voilà. Je pense qu'il y a un vrai manque là. Parce que c'est aussi ça que je me disais, c'est que le sourcing, à l'âge d'or du sourcing en France, en tout cas, allez, on va dire, on est à 6, 7, 8 ans quand c'est vraiment arrivé, ça a ouvert les chakras sur plein d'autres choses que simplement le booléen, tu vois. C'est le social engineering, on en parlait tout à l'heure, le fait d'anticiper la réaction de l'autre, comment susciter l'intérêt, comment être effectivement dans des préceptes du marketing, mais après derrière, sur même la data. Moi, je pense que c'est le sourcing qui m'a amené à être bon dans l'analyse de mes propres résultats et après, in fine, dans la conversion d'un funnel. Mais c'est un peu le top of funnel au début qui était vraiment intéressant à analyser. Et c'est ça que je trouve, moi, toi ça te gonfle pas et moi ça me gonfle pas non plus, mais le fait que le sourcing est complètement disparu de la map des hard skills de recruteurs un peu cool et trendy, je trouve ça dommage parce qu'en fait il y a plein de bases du sourcing qui vont nous permettre demain tacler les vrais problèmes du recrutement, même sous l'ère de l'IA. Ouais. Je pense que on l'a tellement exploré, on a été plusieurs à tellement l'explorer, à tellement le pousser. Tu as des formations là-dessus. Il y a plus grand-chose à dire. Le truc, c'est ça, c'est que si quelqu'un arrive et, sans me la péter, mais commence à m'expliquer à moi comment tu prends un besoin et comment tu réfléchis à ta data et comment tu réfléchis à ton ATS, soit on se met devant. On tape dedans et on regarde ce qui fonctionne pas au niveau technique. Et là, on va vraiment gratter le truc. Mais tu peux pas faire ça tu peux pas faire ça dans un post LinkedIn, tu peux pas faire ça dans un truc. Mais sinon, les bases, elles ont été, je pense, relativement posées. Si tu les cherches, tu les trouves. Voilà. Comme je te dis, il y a des formations, il y a des trucs. Tu l'as. Et après, c'est une histoire de logique. On peut en parler, hein,
On peut refaire des posts pour revenir dessus. Voilà, ça c'est si tu veux, j'en ferai. Si ça te fait plaisir, je ferai des posts. Voilà. Mais les gens, moi, ce que j'aime, pourquoi je vais à Sourcing Summit tous les ans, pourquoi je fais tous ces trucs-là, c'est parce qu'en fait, ça m'oblige. Je prends quelque chose qui n'a jamais été touché, qui souvent ne vient pas du recrutement. Et je le ponce. Tu vois, alors ça peut être des trucs rigolos. J'ai fait la toute première conférence sur le growth hacking. Je crois que c'était 2015 à Sourcing Summit, où vraiment personne n'en parlait. Tu avais un site qui était growthhacking.fr. Je me souviens que j'avais poncé pendant 6 mois, etc. J'avais fait ça. J'avais fait une conférence, tu parlais de séduction tout à l'heure, où j'avais passé 3 mois sur les sites de pick-up artistes pour savoir toutes les techniques des gars complètement chiens pour récupérer des filles dans la rue. Pour dire, mais c'est quoi la technique, c'est quoi la logique derrière, et pour revenir derrière. J'ai passé, 6 mois sur la neuroscience à me lire des papiers de neurosciences pour savoir comment fonctionnait le cerveau. Ça, j'aime, parce que tu vois, ça fait avancer le truc. Mais déjà, je le fais une fois par an pour Sourcing Summit. Et puis, tu peux pas... Il n'y a pas 1 milliard de trucs à faire. Donc, il y a encore plein de trucs. Tu vois, l'OSINT a été extrêmement exploré. Tu vois, c'est aussi pareil. Il y avait plein de choses à aller chercher. Il y a encore plein de trucs à faire. Mais ce qu'il faut, c'est... faudrait des gens, et un appel à tous, aller gratter des trucs qui sont pas du tout du monde du recrutement. Ouais, et faites des liens. Voilà. Aller chercher dans le monde du marketing, aller chercher dans le monde du sales, aller chercher dans tous les mondes, dans toutes les recherches qui sont faites dans la recherche, vraiment, et faites des liens avec comment est-ce que ça peut s'appliquer à nous pour le démocratiser. Mais il y a surtout plusieurs choses. Déjà, le sourceur, c'est devenu un métier à part entière. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que le sujet... c'est un peu délocalisé du centre top sujet du recruteur. Et je pense que même les top of engagement que vous faisiez à l'époque sur le sourcing sont au final très bas par rapport aux top engagements qui se font aujourd'hui, parce que tu peux pas mettre d'émotion dans le sourcing. Tu viens et tu dis j'ai dit non à un candidat que je trouvais génial, j'ai pas fait ma scorecard, méga engagement, méga émotion, je clique. J'ai foiré ma booléenne et je suis tombé sur des... Ça suscite pas d'émotion en fait. Ouais. Et pour revenir un peu sur le sujet de l'IA, un truc qui change aussi, et pourquoi le sourcing change et va changer, et la question qu'on n'est pas en train de se poser... Et le sourcing change et va changer. Change et va changer. Le sourcing a changé avec Kylian. Le sourcing il a changé. Qu'est-ce qu'une compétence ? En fait, le sourcing, c'est du hard skills. C'est-à-dire, tu veux quelqu'un avec une compétence claire, on est sur du hard skills, c'est est-ce que t'es coiffeur, est-ce que tu sais tenir des ciseaux et couper, c'est-à-dire est-ce que tu as déjà coupé des cheveux ? Oui. Point. Moi, je me coupe tout seul mes cheveux. Voilà, exactement. Maintenant, on va reprendre ça sur le classique dev. Tu vois ton dev, super, tu devais avoir quelqu'un qui a suffisamment d'expérience pour faire ça. Okay, donc tu vas chercher des gens qui ont déjà développé et qui savent faire ça. Si tu commences à avoir des outils comme des GitHub Copilot qui vont t'amener 55% de productivité en plus, qui vont tout ça, ou tes gars en interne, je dis les gars, les développeurs et développeuses en interne, les gens de l'informatique, vont être eux-mêmes dopés à l'IA, et que tu continues à leur faire passer des entretiens du style lead code ou des coding games, enfin tous les autres, l'entretien technique, le fameux entretien technique. Est-ce que le candidat, la candidate va passer l'entretien technique ? Ouais, ça s'est posé cette question. Moi, j'ai eu le cas récemment où le hiring manager en face, il disait j'ai vu regarder sur un autre écran, il a utilisé ChatGPT, je le dégage. Est-ce qu'il faut ? En fait, c'est une vraie question parce que si de toute façon en interne... J'ai eu le débat où nous, justement, il fallait faire le code dans Coding Game et pas à l'extérieur. Comme ça, on peut voir comment tu pianotes, tout en sachant que 15% du code produit chez Cotton Square et c'est 10, c'était fait avec de l'IA. Voilà. Et c'est 15% maintenant. Ouais. Moi, c'est probablement... c'était il y a 6 mois. Ouais. Je suis plus chez 16 depuis octobre. Mais ce sera ça. Mais ce 15, vu l'évolution, va monter à 30, 50, 60, 80. Et donc, la question, c'est en tant que... On fait quand même partie des équipes de recrutement qui font partie quand même des équipes de RH, tu as un vrai problème après, qui est que, allez, on va lâcher un nom, Michel, dev senior, il dit mais moi je l'ai passé le test. S'il lui passe pas le test, il rentre pas. Voilà, parce que c'est le benchmark, on est obligé de passer le test. Aujourd'hui, un process d'entretien, c'est plus politique que pour évaluer des compétences. À la fin, il faut que ton candidat il ait l'approbation de tous. Faut pas qu'il ait la compétence minimum pour avoir le poste. Bonne question.
Je sais, l'approbation de tous. Qu'est-ce que l'approbation de tous Oh. En fait, comment tu obtiens l'approbation si justement tu approuves parce qu'il est capable de faire du code sur Coding Game en direct, alors qu'en fait, en vrai, il le fera pas vraiment et qu'il va le faire de moins en moins. Donc, qu'est-ce qu'on évalue, tu vois ? Et là, c'est intéressant. Ce serait intéressant de se poser des questions à l'évaluation, mais ça repose tout le problème de j'ai 150 personnes et je fais passer des entretiens à 10. Voilà. Et que sur un CV, si moi j'ai envie d'être Miss France sur un CV, je suis Miss France, c'est du déclaratif. Je ne suis pas Miss France. Mais c'est du déclaratif. Tu pourrais me sélectionner, je me ferai shooter au premier entretien. Mais tu vas pas faire passer des entretiens à tout le monde. Comment tu sais, surtout si tu vas commencer à partir sur du soft skills, c'est pas parce qu'il y a marqué que je suis jeune, dynamique et motivé sur mon CV que je suis jeune, dynamique et motivé. C'est pas vrai. Donc il y a une incapacité actuelle à réconcilier l'offre au niveau soft skills, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus, je pense, se détacher du hard skills et s'en moquer complètement, savoir si tu sais faire une macro sur Excel, même si tu devrais en faire, tu demanderas à ChatGPT de la faire, voilà. Et de plus en plus, à voir, est-ce que tu sais bien communiquer en interne, mais ça, je suis désolé, mais les références, ça te le dit pas vraiment. En tout cas, les références officielles, légales, que tu peux demander, c'est toujours des références qui sont potentiellement bonnes. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, ça va être hyper dur, et c'est hyper dur. Ouais, parce que l'évaluation des soft skills existe, mais il est chronophage et il est imparfait. Bon, il est encore imparfait, mais il est surtout chronophage. Et, Presque chamanique. Et il y a un côté... chamanique, dans le sens... je pense que quand tu prends ton temps et que tu fais une vraie évaluation, tu peux t'approcher de plus en plus. Chamanique, j'entends dans le sens où c'est un peu du... Ouais, en fait, la graphologie. Mais moi, je dis, tu peux faire ça bien, mais tu peux pas effectivement le faire sur 250 postulants. Je trouve que tu peux le faire bien, mais tu peux pas en tirer une loi qui s'applique à tous ou former les gens. Moi, ce que j'aimerais, et ce que je disais dans mon talk, et je sais qu'on en est encore très très loin, c'est j'aurais confiance, à titre personnel, et je sais que c'est pas un truc, dans mon IA. Tu vois, Guillaume AI, tu vois, et que Guillaume AI, je lui ai donné accès à tous mes emails, mes Slack, mes WhatsApp, donc il sait comment je réfléchis. Il faudrait que j'ai confiance dans le système, on n'est pas là. Il sait comment je réfléchis, il sait ce que j'aime, il sait que je suis nul en politique interne dans les grosses boîtes, etc. Voilà. Il sait le type de relation que j'aime avoir avec mes collègues. Il sait que moi j'aime bien, tu me poses un problème, on le défonce, on s'en occupe, etc. Voilà. Et que Guillaume AI, il aille non pas discuter avec un humain parce que j'ai moins confiance quelque part que dans une IA d'entreprise qui serait capable d'analyser tous les Slack d'entreprise. Encore une fois, en termes de data, on n'y est pas. Tous les Slack d'entreprise, savoir comment les gens discutent. Et si l'IA me dit, bah, tu sais quoi, dans cette boîte, quand il y a un problème, ils se posent autour de la table, ils posent le problème, ils discutent, et ça avance, et quand ils sortent, il se passe réellement des choses, alors là, peut-être que je commencerai à envisager d'aller postuler et de m'intéresser à la boîte. Parce que je ne crois pas les descriptifs de poste, parce que, voilà, souvent, j'ai du mal à croire ce qu'on va dire en entretien, parce que souvent ça embellit un peu. Le vrai truc, et en entretien, j'aurais beau dire ouais, mais moi vous savez, quand il y a un problème, j'aime qu'on le mette sur la table et vraiment qu'on le tape dedans, voilà, qu'on le défonce et on sort pas de la pièce tant qu'on n'a pas résolu le problème, et je m'en fiche de savoir d'où viennent les gens, quel est leur niveau, s'il y a un VP, s'il y a un stagiaire, s'il y a un machin, c'est qui est intelligent autour de la table et peut parler, a le droit de parler, et tout le monde a le droit de parler parce que la pièce est fermée et on résout le problème. Voilà. Si tu dis ça en entretien, soit on te dit oui, alors on va réfléchir parce que clairement c'est pas le cas, ou alors sinon on va dire oui, mais le nombre de fois où c'est réellement le cas, c'est plutôt petit, tu vois. Donc j'adorerais avoir Guillaume AI qui est capable de s'interfacer avec Content Square AI et Free AI et toutes les autres boîtes AI, etc. Et de me dire, tu sais quoi, la culture d'entreprise, de la manière dont ils résolvent les problèmes, et quand ils ont un truc, la manière dont ils discutent, la manière dont ils bossent, la manière dont le truc te correspond. Voilà. C'est un bon point.
c'est un peu ces systèmes de chacun à son avatar IA et ça taclerait le problème du temps parce que il pourrait faire 1000 conversations en 5 minutes. Ouais. Le seul truc, et ça revient aussi à un talk que moi j'ai fait au même moment à Sosu, c'est que je prône beaucoup le fait qu'effectivement il faut trouver le maximum de points d'alignement possible avec son entreprise et ce qu'on veut faire, mais qu'on est aussi chacun catalyste et vecteur du changement. Et qu'à un moment donné, ça marche bien. Effectivement, si Microsoft, à un moment donné, ça saurait si Microsoft travaille comme ça ou comme ça, et l'IA va le comprendre. Mais si on est par exemple dans une entreprise qui est un peu moins d'employés, plus récente, tu peux aussi, Guillaume Alexandre, avoir envie de changer et commencer à créer ces réunions-là. Et ça, l'IA te permet pas forcément de le dire, tu vois. C'est vrai. Non, mais tu as totalement raison. L'IA basée sur une analyse des données actuelles te ferait une résolution Aziz, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'heure actuelle. C'est ça. Tu aurais des envies de to be, de savoir où tu as envie d'aller, mais est-ce que tu vas avoir le truc de le faire? Est-ce que l'entreprise va vraiment le faire? Est-ce que tu vas vraiment y arriver, etc. Faudrait aller analyser l'entreprise la dernière fois qu'elle a changé une façon de bosser, lancer un nouveau produit, la tolérance au risque et le matcher avec toi, ton potentiel là-dedans. Mais est-ce que ça fait peur un peu quelque part jour parce que on y tu sera, dis ce sera une intelligence qui te dira ce que tu es de... capable de faire ou non. Là où ça va, là où ça veut aller, et ce qui est dit et annoncé, c'est l'AGI, donc c'est l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire celle qui va résoudre tous les problèmes à la place des gens, tout. C'est là-dessus que les grosses sociétés qui font de l'IA ont envie d'aller, clairement. Mais c'est pas ce qui est dit aujourd'hui. Aujourd'hui, en interne dans les entreprises ou même globalement, on dit l'IA va vous permettre d'aller plus vite dans la recherche, envoyer le message. Par contre, le cœur de ce qu'on vient de dire, l'essence là d'analyser des trucs, ça va être encore toi. Mais parce que c'est hyper dangereux. Parce que c'est dangereux sur plein de niveaux. Si tu commences... Allez, on va partir dans la philosophie de 2 minutes. Notre société n'est pas faite pour que les gens soient réellement efficaces. Si demain matin, dans ton entreprise, tout le monde, grâce à l'IA, devient 50% plus efficace, c'est très bien pour ton entreprise. C'est horrible pour la société. C'est le théorème du passager clandestin. Si à toi, tu ne payes pas ton ticket de la SNCF et que tu ne te fais pas attraper, tu en bénéficies. Si personne ne paye son billet, la SNCF tombe en faillite. Voilà. Donc, le problème, c'est que dans l'IA, il y a clairement ça qui est à fond. Plus tu l'utilises à titre perso, dans ton entreprise, dans ton machin, plus tu peux gagner, plus tu peux... Moins tu as besoin d'employés. Parce que à la compta, tu avais besoin de 15 personnes pour faire des invoices. Maintenant, tu appuies sur un bouton et c'est fait. Bah, qu'est-ce que tu fais de ces 15 personnes-là? Notre société n'est pas faite pour qu'on n'ait plus besoin de ces gens-là. On les a sortis des champs pour les mettre dans les usines, on les a sortis des usines pour faire des tableurs Excel. C'est quoi la suite? En fait, il n'y a plus besoin d'humains pour générer potentiellement du chiffre d'affaires dans les entreprises. Donc, ça développe des opportunités, bien évidemment, et on pourrait créer plus, et voilà, je l'espère, et ça va être super. Mais on va pouvoir le faire sans la petite main, sans le travailleur manuel intellectuel. Ce que je veux dire, celui qui fait du tableur Excel. Et ça, nos sociétés sont pas prêtes à ça. Parce que si demain, il y a ne serait-ce que 30% des boîtes qui ont besoin de 50% de moins en plus, sur un système, si on parle de la France, où le chômage est payé par ceux qui travaillent, versus ça marche pas. Et l'évolution de l'IA ira beaucoup plus vite que l'évolution de la politique. Voilà. Donc on va vers des changements qui sont extrêmement profonds. Donc si on commence à réfléchir vraiment à ce que c'est que l'AGI, donc l'intelligence artificielle générale, ce que ça peut amener, à quel point est-ce que ça peut remplacer le travail des hommes, avec un grand H, et en tout cas pas la totalité de la population, loin de là, mais beaucoup de gens travaillent de bureau, encore une fois du travail manuel intellectuel, voilà. Et de l'impact que ça peut avoir sur nos sociétés. Commence pas à réfléchir là-dessus, ça fait trop peur. Ça va pas dans le bon sens. Et ça va être difficile de le réconcilier. Il y avait le livre que j'avais conseillé à Sosu, là, qui était The Next Wave, Mustafa Suleyman, qui est un des fondateurs de DeepMind, qui a écrit justement un bouquin qui recompile un petit peu tout ça.
Le bouquin, même moi, au bout de 100, il doit faire comme tous les bouquins américains, 300 pages. Au bout de 200 pages, je me suis dit, je vais aller un peu vite là. Je vais le lire, mais un peu en diagonale, parce que en fait, ça sert à rien que je me crée des angoisses, parce que clairement, c'est logique. Ouais. Voilà. Et je le comprends. Et ouais, donc, je pense qu'on va aller de toute façon à plus long terme, vers tout ça. Et donc, tout va être une histoire d'adoption. Mais à partir du moment où l'adoption t'apporte un bénéfice individuel, même au détriment de la société en général, va y avoir une réconciliation à faire. Ouais, super intéressant. Moi, j'avais vu j'avais cette idée, j'avais réfléchi au concept. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent de faire des résumés de ton call. Ouais. Je me suis dit, putain, le jour où tu vas brancher ce résumé à un ATS et que cet ATS va reconnaître ce résumé, il va pouvoir mettre peut-être les réponses dans les cases. Tu vas peut-être avoir un ATS qui va te mouliner à travers une scorecard ton call et te dire à la fin oui ou non pour le candidat. Allez, on le pousse plus loin. Tu as un truc qui s'appelle, je crois, Hello Scotty, qui est utilisé par qui commence à arriver, tu sais, dans les boîtes d'intérim. Tu as besoin de quelqu'un pour aller mettre en rayon à Franprix à 5h du matin. Ils ont essayé par SMS, les gens répondent pas forcément. Ils ont essayé par plein de trucs. Ça, c'est un truc qui t'appelle. C'est une IA qui appelle, avec une voix qui appelle, qui comprend réellement ce que tu dis et qui te fait la toute petite préqualification téléphonique de ça. Okay, tu pousses ça. Ça doit être MetaView, je pense, où tu parles, je crois que c'est MetaView, qui résume ultra bien les conversations et qui te fait le résumé et tout ça qui est génial. Tu plugs ça en version augmentée, qui te fait des entretiens, qui sont ensuite résumés directement dans ton ATS, qui ensuite prend une décision potentiellement moins biaisée de pousser directement vers le hiring manager les gens qui sont là. Le job du recruteur, c'est... Alors, on est très loin d'enlever le... Je suis désolé, je fais des anglicismes. Le stakeholder management, de gérer la discussion. Opérationnel. Gérer les opérationnels, ça, on est très loin d'arriver à le gérer de manière automatique. Mais oui, je pense qu'on y va. Je pense qu'on y va les pieds joints. Et je pense que c'est l'intérêt des sociétés d'ATS d'intégrer ça. Vu qu'ils ont déjà commencé à intégrer les résumés, c'est très, très, très probablement dans les roadmaps. Donc, je pense que tout ça, des briques de technologie sont en train d'apparaître. À partir du moment où tu pourras avoir confiance, où ça fonctionnera et qu'il y aura potentiellement moins de biais qu'un humain, parce que c'est pas très compliqué, et surtout, tu as une question de volume. Un Hello Scotty peut te passer 1000 appels en parallèle. C'est ça. Voilà. C'est que je vais pouvoir, même, tout le monde aura son expérience candidat qui veut. J'ai 10 ans d'expérience en potager, j'ai envie de me faire un entretien pour développeur senior, je vais pouvoir me le faire. Voilà. Et avoir la réponse qui va bien personnaliser. Je te conseille de t'amuser à ça. Tu peux aller, alors en France, tu vas sur un chat GPT et fais-moi passer un entretien pour un poste de développeur, il le fait très bien. Meta.ai aux États-Unis a toute une version justement pour t'entraîner à passer des entretiens où tu chattes avec un agent conversationnel. Si tu as la version plus de ChatGPT, tu le mets au milieu de la table et tu lui dis bonjour, tu es un recruteur, je suis jardinier et je veux passer un entretien pour ça, fais-moi passer un ça. Et tu as un vrai chat avec une IA directement posée sur la table. Ça, c'est déjà potentiellement faisable. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que en fait, moi, si jamais il y a un logiciel qui est déjà capable de traiter les réponses du candidat et de les mouliner dans une scorecard, dans un ATS, moi, me filmer en train de poser mes questions et ma présentation d'entreprise, je sais le faire. Et ensuite, faire une arborescence. Si tu réponds ça, c'est telle vidéo qui se démarre. Puis telle vidéo qui démarre, c'est... Et pour l'instant, tu te filmes la techno. Pour l'instant, tu te filmes toi. Pour l'instant, après, mais avec un digital twin que tu peux faire maintenant très bien. Tu vas chez Synthesia, par exemple, qui commence à faire des trucs qui sont pas mal. Donc, c'est plutôt utilisé à l'heure actuelle beaucoup sur la formation, par exemple. Tu as un avatar IA très, très bien fait, etc., qui commence à avoir des compétences conversationnelles. Et tu commences à pouvoir discuter avec quelque chose qui ressemble à un humain. Mais oui, les pieds joints, on y va. C'est à partir du moment où toutes ces briques existent, qu'elles fonctionnent, qu'elles sont pour beaucoup en plus sur des systèmes open source, donc que tu arrives à récupérer quand même pas mal de choses et à pouvoir le fine-tuner, l'améliorer pour le mettre chez toi, et tout ça, si les sociétés d'ATS ne le font pas, quelqu'un va créer une société d'ATS qui va le faire. Parce que ça va se vendre. Forcément. Tu vas voir un DRH d'une boîte et tu lui fais, écoute, soit tu as des recruteurs qui font ça,
Soit regarde mon système qui appelle, qui machin, qui truc. J'ai passé toutes les validations possibles et imaginables pour dire qu'il n'y a pas de biais, que c'est diversity and inclusion, que je fais passer je peux même faire passer des entretiens à tout le monde. Maki, c'est une boîte qui se montait comme ça, qui voulait faire passer justement des assessments à quasiment tous les candidats. D'un côté, c'est génial, mais de l'autre côté, ça veut dire que pour un poste, tu vas en avoir 500 sur la ligne de départ qui vont devoir investir du temps personnel. C'est pour ça que je préférais à la limite que tu aies une IA personnelle, parce qu'au moins tu perds pas ton temps. Mais sinon, ça fait passer 17 000 heures d'entretien pour à l'arrivée recruter une personne. Alors que tu as recruté en tant qu'entreprise la bonne personne. Mais tu as fait chier les gens pendant 17 000 heures. Mais bon, la réponse, c'est que tu vas avoir des logiciels candidats l'autre côté, qui vont générer ton candidat. Final, on arrive à ce point-là, c'est que le jour où les deux côtés n'ont pas de coût, de temps, d'énergie à mettre dedans, effectivement, on se parle plus, mais tu peux scaler le truc à l'infini. Tu as déjà des systèmes pour les candidats où tu peux partir de ton CV, scanner Indeed, postuler à tout, générer des lettres de motivation personnalisées et postuler à tout. Genre en un clic, tu peux postuler à 3000 postes. Imagine, caler tes entretiens, tu as juste à te connecter et commencer à... Et après, tu vas... Donc le ghosting, parce que forcément, en tant qu'humain, tu cherches un poste. C'est encore une fois, passager clandestin, c'est ton intérêt de postuler à 3000 postes. T'en fous, à ce moment-là, ton besoin, c'est de manger, c'est d'avoir un taf. Tu postules à tout ce qui existe sur la planète. Okay, tu passes des entretiens aux premiers qui répondent, donc la rapidité va être hyper importante, d'où encore une fois la technologie, mais tu vas avoir un intérêt à postuler, c'est ton intérêt perso. Et après, tu vas passer 4 entretiens, tu vas choper un job, tu auras encore 2996 entretiens de calés que tu vas planter. Enfin, tu vas pas y aller. Donc ça va ghoster dans tous les sens. Voilà. Parce que les entreprises vont faire passer pareil 17 000 heures d'entretien à des gars, mais au final, il n'y en a qu'un qui aura le taf. Donc il y en aura 17 000 qui auront passé 1 heure d'entretien et il y en aura 16 950. Allez, il y en aura peut-être 50 qui vont passer. Vraiment, c'est un gros process. On fait passer 50 au premier entretien re-automatisé encore une fois. Mais quoi qu'il arrive, t'en as fait chier 16 950 quoi. Pour finir, peut-être une question après, toi, si t'en as, tu peux enchaîner. Mais c'est quoi l'outil conceptuel ou déjà sur le marché en IA qui t'a le plus bluffé cette année, l'année dernière Alors, en toute sincérité, ou un bouquin, ou un truc, là, j'ai été dans un petit tunnel pendant 2 ans où j'ai pas eu l'opportunité de tester tout ce que je voulais. Non, mais un article qui en parle ou je te demande pas un alors, truc, tous les gens qui ont testé MetaView, justement, ça leur a fait... donc, c'est le système qui... tu passes un entretien téléphonique, ça reprend et ça te fait un résumé. Je l'ai testé moi sur mon chat GPT parce que j'ai GPT+ avec Whisper, donc c'est la version qui parle là, ou ça, et après je lui demande un résumé. Ça marche déjà rien que sur chat GPT très très bien. Apparemment sur MetaView c'est vraiment super. MetaView c'est rien que ça. Non, rien à voir. Ah, okay, rien à voir. C'est une boîte qui s'appelle MetaView. Non, rien à voir avec. Et c'est là où tu as les meilleurs résumés. J'ai des gens que j'ai vus qui l'ont utilisé. C'est un des premiers qui est sorti. Peut-être qu'il y en a d'autres. Je suis pas au courant de tout ce qui se passe, loin de là. D'ailleurs, j'ai envie de tester plein de trucs. Voilà. Donc oui, j'ai entendu plein de trucs super sur MetaView, sur ce genre d'outils-là. Les outils que j'ai vus, mais alors là, on n'est pas vraiment dans l'IA. C'est puisque j'ai discuté avec eux au tout début où ils existaient, puis on se suit et on discute. Jarvis a une belle évolution. En tout cas, en tant que sourceur, c'est vraiment un outil que j'ai envie d'utiliser plus. Parce que ça te permet, enfin les flows sont intelligents, enfin c'est bien pensé et tout ça. Mais là on sort de l'IA. Mais sur les outils IA, je pense que le premier que j'aurais envie de tester, ce serait MetaView. Après tous ces outils, le seul truc que j'aurais envie de dire, c'est tout va dépendre de l'interfaçage avec l'ATS. Parce qu'en fait, quand tu es en interne, tes pieds et poings liés avec ton ATS. Donc soit tu es avec un ATS qui est open et tu peux aller tester ces trucs-là, ou alors tu vas gentiment attendre que ton ATS il développe ces trucs-là, parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. Donc désolé pour ceux qui sont sur un SAP SuccessFactors qui est bien terminé, qui est bien fermé, mais en fonction de comment ça a été configuré et tout ça, faudra attendre que ces messieurs ils aient envie de racheter des boîtes et d'intégrer les technologies, etc. Mais c'est pas du monde de l'open source. Donc ça sert à rien de faire rêver à une époque, c'était le grand truc aussi, tu vois, et sur les recruteurs, c'est quoi ma rec stack rêver. Voilà, ma stack tech que je rêverais. Je suis désolé, mais tu débarques dans une boîte, t'es embauché, t'as Taléo, tu peux rêver de ce que tu veux, mon gars. Voilà, fini les rêves. C'est sûr que tout ce qui est CRM, scheduler, machin, CRM sourcing,
tu le construis sur une base qui à la base peut le faire quoi. Voilà. Sinon, Donc prenez des ATS, désolé, je connais peu Thalys, Ouais. je suis sûr qu'ils font ça super bien et qu'ils s'interfacent avec plein de trucs. Thalys, Mais ouais, prenez des ATS et voilà. Thalys, c'est... Euh, L'interface, elle est bleue. Prenez, si vous devez prendre des ATS, prenez des ATS qui, en tout cas dans une première phase, vous laissent vous interfacer à l'externe avec des nouvelles technologies qui arrivent. Parce qu'il y a peut-être un truc absolument génial qui va arriver, qui va vous faire... voilà. Si rien que ça, je sais pas combien d'heures vous passez par semaine quand tu passes des entretiens, surtout quand tu commences à avoir un peu de volume et que tu gères des entretiens à la chaîne, c'est facile, hein, tu as 8 entretiens dans la journée, facile. J'ai jamais fait 8 entretiens, c'est 4 max. Ah ouais. Mon cerveau, il va pas de là. Je me suis fait une journée à 17. J'ai failly exploser. Hein. Entretien de combien ça d'heures dépend combien de temps. De Non, 30 non, minutes, non, bah non, parce que quand t'es 17, tu passes des entretiens de 15-20 minutes et il y a certains postes sur lesquels c'est blanc ou c'est noir et c'est machin et c'est truc. Donc voilà. Mais là, tu passes une journée monstrueuse et derrière, rien que te taper. Moi, je ne sais pas. Je suis un vieux. Je ne sais pas. Écrire en parlant. Taper. Voilà. J'ai besoin d'un papier et d'un crayon. Alors, j'ai plus de papier et de crayon. J'ai un Remarkable. Je sais pas si vous avez testé ça. Si, c'est lourd. J'adore. J'écris comme ça, je peux structurer. Au moins, c'est structuré, etc. Mais quand même, à l'arrivée, je suis obligé de taper quelques mots dans l'ATS et de le taper à la main. Donc ça, c'est sûr que ce serait peut-être une des techniques. Juste faire mes calls debout. Ouais. Quand je les fais, je peux pas prendre des notes. Quand je dois, et ça, c'est cool de pouvoir les faire. La lumière s'est éteinte. Voilà, fini là. Moi, peut-être un petit mot de conclusion, parce que la première fois qu'on a fait un live avec toi, c'était à l'époque où on était sur Twitch. Est-ce que vous retournez sur Twitch? J'aime bien Twitch, mais il n'y a personne. Pourquoi pas? Il n'y a plus personne. Mais tu nous avais donné une exclue à l'époque qui était que tu démarrais chez Meta en tant que sourceur. Et maintenant, on n'a plus l'exclu parce que tu t'es déjà un peu exprimé sur le sujet, mais on peut peut-être en reparler en 2 mots. C'est quoi tes actus et qu'est-ce que tu nous prépares pour la rentrée? Ouais, donc moi, pour retracer l'histoire, donc j'ai eu ma boîte pendant 15 ans en Suisse. J'ai eu l'opportunité d'entrer chez Meta, donc chez Reality Labs pour m'occuper de la recherche. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant 2 ans chez Meta. Il y a plein de trucs super qui se sont passés, mais c'est vrai qu'il y a des changements d'orientation dans l'entreprise qui n'allaient pas dans le sens. Donc on a trouvé un accord et j'ai décidé d'aller reprendre ma liberté. Donc je reprends ma liberté à partir de la rentrée là. Je sais pas quand ça sort, mais voilà. Donc vers la fin. Déjà, je vais prendre un peu le temps de souffler parce que je dois faire pas mal d'admin en Suisse et tout. Donc je réouvre Gate Solutions en Suisse. Donc je vais prendre des missions de sourcing, mais que sur des trucs qui m'éclatent. Voilà, vraiment sur des trucs compliqués. Ma formation qui a toujours tourné, People Attraction Theory, continue. Et puis je vais pouvoir aller m'amuser justement à aller mettre des custom GPT que j'ai fabriqués pendant ces 2 ans en ligne, travailler sur des trucs d'IA, rajouter plein de trucs comme ça, peut-être faire des tests, tu vois, tu m'as donné une idée, faire des tests vraiment d'outils, tu vois ce que je veux dire, où vraiment ça va faire chier tout le monde, mais je m'en fous, je prends 2 heures, je me filme et je découvre un outil. Voilà, et je dis ça j'aime pas, etc. Et je le fous en ligne, peut-être que je le mettrai en truc, donc ça je vais faire ça. Donc ça c'est mes 2 activités principales. Et après, parce que je suis très bizarre et que je regarde dans le futur, je vais faire un truc. Alors ça c'est une exclue. Tu vois, Exclusive now. Alors, rien à voir. Hein, vous allez. Moi, ça fait depuis 2006 où je suis soit en Suisse, soit je tourne autour de la Suisse, etc. Et j'ai beaucoup travaillé avec le monde de l'horlogerie, qui est un monde qui me passionne. Et en fait, il y a des changements aussi au niveau du monde de l'horlogerie. Et je suis passionné non pas des montres à 500 000. C'est très beau, hein, une montre à 500 000, elles sont belles. Je suis passionné des gens qui les font et des métiers horlogers. Et en fait, il y a beaucoup de choses magnifiques qui sont faites par des métiers horlogers. Et j'ai envie de mettre ça en lumière un petit peu. Parce que c'est des métiers qui se perdent, qui s'en vont et qui partent au cimetière, pour faire simple. Et il y a plein de choses, le guillochage. Il y a des gens dont le boulot c'est d'être polisseur d'aiguilles. Et moi j'adorerais passer 1 heure comme vous faites là avec un polisseur d'aiguilles et qui m'explique ce que c'est, à quel point c'est passionnant le polissage d'aiguilles. Et j'ai envie de faire de l'art, parce que j'ai tout un côté artistique un peu perso, avec des pièces horlogères, parce que ce qui peut être beau, ce qui est beau dans une montre, c'est pas juste la totalité de la montre qui donne l'heure. Si tu veux l'heure, tu regardes ton smartphone, ça marche avec un satellite, c'est à l'heure. T'as pas besoin d'une montre. Plus personne n'a besoin d'une montre. Okay, tu peux avoir envie d'une montre. Mais voilà.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est les savoir-faire horlogers et ce que tu pourrais faire avec. Voilà. Et d'aller faire un petit peu d'art et tout ça. Donc, je vais avoir un bureau dans la vallée de Joux, pour ceux qui connaissent la vallée de Joux, voilà. À côté de plein de beaux horlogers. Je suis en train de chercher un bureau là-bas pour faire justement le truc le plus improbable, sourcing d'un côté, de la formation sourcing, un petit studio un peu comme ça pour faire du contenu et tout ça, et aussi aller discuter avec des gens âgés qui ont de l'or dans les mains, et fabriquer des trucs. Et moi, j'adorerais de passer 1 heure, tu vois, sur Twitch, tu parlais de Twitch, faire un cours d'anglage à la main avec du bois de gentiane, parce que ça se fait avec du bois de gentiane que tu vas chercher dans la forêt, et montrer comment tu angles une pièce d'horlogerie à la main. Parce que je trouve que c'est passionnant et que plus personne ne le fait. Et voilà, donc ça n'a rien à voir, c'est juste un kiff. Nous, avec le rap, c'est un peu ce qu'on fait aussi. Enfin, on débroussaille, on a commencé sur du rap recrutement, on va peut-être faire autre chose. Non, mais c'est des. Déjà, ramener ses passions, parce que passion, j'imagine, du coup, c'est à ce niveau-là. Dans le taf, ça peut. D'avoir le luxe de le faire, c'est cool. Et je pense que c'est un format sur. J'imagine bien le short TikTok où tu prends le bout de bois de l'arbre et après tu vois à la fin comment il évolue. J'ai un gars à côté de chez moi que je connais qui fait des bois de haute résonance. C'est-à-dire il fait des bois pour la lutherie, pour faire des guitares, la guitare de Ed Sheeran par exemple, pour faire des violons, pour faire des trucs comme ça. Et il y a tout un travail. Il y a un shaper à côté de chez moi. Il y a un shaper de board, de snowboard et de surf. Le gars, il est planté dans une vallée horlogère, etc. Et il fait parmi les plus beaux surfs en bois du monde et les plus belles boards de surf du monde. Et en fait, ces métiers-là sont des métiers qui sont absolument magnifiques. Alors moi, c'est l'horlogerie qui m'attire, etc. Mais tous les gens qui fabriquent un truc et qui sortent avec quelque chose d'exception et qui disent « Ouais, tu pourrais le faire avec une machine CNC à commande numérique qui le fait au micron. » Bah, je m'en fous, je vais le faire à la main. C'était l'exclusivité sur RIDH, la nouvelle carrière de Guillaume Alexandre dans le Jura. Voilà. Merci Guillaume Alexandre. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé. Tu n'es pas fait piquer par une guêpe. Non, pas de guêpe. Un peu des moustiques, mais ça va aller. C'était l'épisode 8 de Sous-sol dans le jardin. Merci encore à notre sponsor Thalys. Thalys, c'est un ATS qui te permet de faire bouger des petits candidats dans des colonnes. Et quand il arrive à la fin de la colonne, tu as de l'argent. It's a hire. On vous souhaite une excellente soirée. Recruiters in the house. Bisous. In the garden. Au revoir.